Bienvenue Marouane Hatim. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant-chercheur, c'est bien ça? Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Un débat qui va porter, j'ai envie de dire, ça va être 100% de la fiscalité. Oui. Primo, parce que le groupe Le Matin est engagé pour suivre effectivement toutes les avancées avec comme finalité une loi cadre qui devrait sortir des assises de la fiscalité qui se dérouleront début mai. Donc aussi, mais pour nous, c'est de bien comprendre aussi, de saisir bien les enjeux des débats, parce qu'avec l'émission L'Info en face, on reçoit quotidiennement des responsables, des décideurs, et il y a parfois des rapports et une relation à l'impôt et à la pression fiscale qui ne sont pas forcément complémentaires, qui divergent selon les personnes et peut-être selon aussi les centres d'intérêt ou les intérêts tout court. Donc tout l'enjeu avec vous, Marouane Hatim, c'est de bien comprendre les enjeux. Quand on parle de fiscalité, on nous dit qu'il y a une refonte, il faut revoir notre modèle de développement, mais dans notre modèle de développement, il y a de l'éducation, il y a de la formation professionnelle, mais il y a aussi de la fiscalité. Alors revoir le modèle de fiscalité, au préalable, est-ce qu'il faut nécessairement revenir un petit peu sur la dimension historicité aussi, pour essayer de bien comprendre, l'impôt n'est pas tombé du ciel, il a aussi une raison d'être, une raison qu'on aimerait bien aussi comprendre un petit peu. Donc pour vous, quand on parle de fiscalité, de modèle fiscal, ça doit nous renvoyer à quoi? Alors bonjour, merci de m'accueillir dans votre plateau, première des choses. Alors, par rapport à la question fiscale, j'ai envie de dire, comme vous avez dit, l'historicité de ce sujet, il faut revenir à la notion d'impôt dans la mesure où, comme vous l'avez dit, l'impôt n'est pas tombé du ciel, mais l'impôt, il y a une raison d'être. On s'accorde aujourd'hui de dire que l'impôt, c'est une notion qui est prévue par la loi pour pouvoir redistribuer la richesse. Mais avant cela, j'ai envie de dire quand même, de rappeler quand même l'histoire des faits économiques, des faits de la société, c'est que l'impôt, je reviendrai à la Révolution française, et plus précisément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, 1789. La Révolution elle-même, qui a donné lieu à cette déclaration, dans le texte de déclaration, c'est que elle a vu le jour, cette révolution, suite au fait qu'on a instauré l'impôt universel. Justement, l'instauration du universel n'a pas plu à toutes les couches sociales à l'époque, du moment à ce qu'il est venu un peu frapper dans les privilèges certaines couches sociales aisées. Et c'est là où c'est déclenché, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est déclenché cette révolution. Et essentiellement la bourgeoisie de l'époque. Exactement, tout à fait. Donc du coup, on a eu justement un alignement, on le voit dans le texte des déclarations universelles des droits de l'homme et des citoyens, un alignement et un consentement global, universel, face à l'impôt. C'est de là où je dis qu'aujourd'hui, l'impôt devient, si on parle d'une société, il faudrait qu'il soit un élément incompressible, non négociable, tous identiques, égaux face à la question fiscale. C'est-à-dire que quand on revendique une égalité, aujourd'hui, une égalité de droit, c'est une revendication d'ailleurs universelle à travers le monde, c'est d'abord pouvoir s'acquitter déjà de son impôt. Si on a son quitus fiscal, si je puis dire, on peut effectivement revendiquer des droits. Mais et également une égalité entre les citoyens. Si tel n'est pas le cas, ça pose problème. Tout à fait. Alors, si aujourd'hui on est dans un système démocratique, il va falloir, première des choses, qu'on ait ce principe d'équité face à l'impôt, le sujet fiscal. Et vous avez raison de le dire, il faut d'abord, avant de réclamer un service public, une qualité de la prestation de l'État, il faut d'abord rappeler est-ce que on a accompli nos obligations, nos devoirs. Et payer ses impôts, la taxation, c'est un devoir avant de passer aux droits qu'on devrait avoir face à un État, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de transport, de sécurité, etc. Donc ça veut dire qu'on est sur un schéma, vous avez fait référence à la France, mais c'est un schéma aussi qu'on peut étendre à beaucoup de pays, absolument, dont les États-Unis d'ailleurs, parce qu'il y a une particularité où tous les citoyens américains, pour revendiquer leur appartenance au territoire et à leur pays et à leur drapeau, doivent payer leurs impôts. Ils le font pour ça d'ailleurs, essentiellement. Tout à fait, tout à fait. Dans les pays où il y a cette notion de démocratie qui est très forte et d'équité face à l'État, cette notion de transparence en matière fiscale, elle est très forte, on le voit très très bien. Et les États-Unis, justement, c'est un exemple très frappant. En la matière. Ce qui nous amène, Marouane Hatim, à parler
toujours pareil par rapport à les perspectives aussi des assises fiscales. Il y a beaucoup de débats sur la fiscalité entre les gens qui, oui, l'impôt c'est qui, c'est quoi, on sait pas trop, pour essayer de démystifier un petit peu tout ça. Chirurgie, aussi on entend des discours en disant mais pourquoi je paierai l'impôt ou pourquoi je paierai plus d'impôts alors que je paye tous les trimestres 10 000 dirhams pour la scolarité de mes enfants, alors que le transport public et la mobilité n'est pas gratuite, elle est payante, elle n'est pas forcément à la qualité auquel j'aspire et que j'attends. Donc est-ce qu'il doit y avoir aussi nécessairement pour vous un vrai devoir, responsabilité de pédagogie à faire aujourd'hui et qui est essentiel et qui va peut-être aussi conditionner la réussite ou pas du futur modèle fiscal? Alors, le principe est très clair. Pour moi, le sujet de la fiscalité, si on n'est pas dans la pédagogie fiscale, c'est-à-dire les contribuables, qui sont personnes physiques ou personnes morales, si on n'est pas face à cette notion d'équité, qu'on fasse connaître à l'ensemble des contribuables quelles sont leurs obligations, qui doivent exercer donc sous tel délai, sous telle forme, on aura du mal à justement avoir un système fiscal qui obéit à une balance. Et cette balance que je trouve qui soit vécue justement et non pas injustement, en fait. C'est tout l'enjeu. Et surtout une balance, moi j'ai envie de dire, c'est tout simple cette balance qui est pour moi la règle maîtresse dans tout système fiscal, dans toute politique fiscale, au-delà des réformes qu'on puisse avoir de façon périodique. C'est tout simplement un système fiscal qui a besoin d'un prérequis pour qu'il soit efficace. C'est que, on ait cette pédagogie fiscale, cette prise de conscience de part des contribuables, et encore une fois, je répète, que ce soit personne physique ou personne morale, et que cette pédagogie, à mon avis, telle qu'on le fait sur un certain nombre de sujets, tels que la culture financière, la culture d'épargne, l'entrepreneuriat aujourd'hui, pourquoi pas on n'inclut pas cela dans le système éducatif, justement, prise de conscience sur la... Dès le plus jeune âge, en fait, de dire le rapport à l'impôt, l'imposition, la pression fiscale. Dès le collège, on commençait à évoquer ces sujets-là pour qu'on puisse investir dans le contribuable de demain, de l'après-demain. Et c'est là où aussi, je vais faire une petite parenthèse sur un principe d'un ancien chancelier allemand, c'est Helmut Schmidt, qui disait que les profits d'aujourd'hui, ce sont les investissements de demain et ce sont aussi les emplois d'après-demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un transfert générationnel de cette conscience, un transfert aussi de conscience dans les obligations fiscales d'une génération à une autre. Quand je dis les profits d'aujourd'hui, ça veut dire que je génère les profits aujourd'hui pour pouvoir les transformer avec une fiscalité intelligente en investissement pour demain, pour préparer le lendemain, qui aussi me permettra aussi de générer tant d'emplois et avoir surtout un contribuable qui est conscient de cet effort-là et qui va me sécuriser aussi l'avenir. Et par rapport à celles et ceux, parce que je n'exclus pas bien sûr les femmes, Maman Hatim qui dit bon voilà, moi en tout cas, moi je suis OK pour payer l'impôt, oui, parce que le Marocain n'est pas dupe, je suis OK pour payer l'impôt, mais que fait l'État pour moi? Est-ce que vous comprenez ce rapport que certains citoyens peuvent avoir à l'égard de l'impôt et le retour, non pas en l'occurrence retour sur investissement, mais retour sur le fait de s'être acquitté de l'impôt? Qu'est-ce que j'ai en échange? Alors, est-ce que c'est compréhensible ou pas? Ou alors, le citoyen n'a pas ce genre de question, ne doit pas se poser ce genre de questions, il doit simplement s'acquitter de l'impôt, parce que c'est un acte citoyen, et qui est essentiel, et qui est une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value à la patrie. Alors, c'est très clair. On ne pourrait pas avoir un système s'il n'est pas... qui n'inclut une première des choses. On l'a dit, on arrêtera, on ne cessera jamais de le dire, l'équité. Ce genre de raisonnement, il démarrera ou il surgira quand on aura des couches sociales qui payent plus d'impôts que des autres. Et cela, ce n'est pas du tout tenable si on veut avoir un système efficace. Donc, moi je dirais, si on éduque le contribuable sur la nécessité de payer des impôts, on lui dit clairement pourquoi on doit payer de l'impôt. Et il faudrait aussi que ce soit transversal sur toutes les couches sociales et dans toutes les régions. Ça nous permettra d'éviter ce genre de situation. Et encore une fois, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le principe de base pour qu'on ait un système efficace, c'est tout simplement, il faudrait qu'on ait de l'équité, le principe de l'équité. Pas uniquement d'efficacité, mais de l'équité. Pourquoi je dis l'efficacité et l'équité? Il faudrait qu'on ait un équilibre, parce que... Efficacité dans le prélèvement de l'impôt, dans la capacité de l'État
à lever de l'impôt. Et surtout ne pas avoir un système qui raisonne uniquement collecte et volume. Voilà, et efficacité dans la redistribution. Efficacité dans la redistribution. C'est exactement cela. Il faudrait qu'on ait un équilibre entre les deux paramètres. Que dites-vous à celles et ceux qui ne sont pas, en l'occurrence, des citoyens, mais des entreprises qui disent, mais voilà, on taxe toujours les mêmes. Et moi, je codais, bon, après, ça, c'est le candidaton, mais il y a des entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt, qu'on n'embête pas, mais alors que moi, on vient me voir tous les ans, on vient me voir tous les 2-3 ans, j'ai un contrôle fiscal, et en tout cas, je suis taxé, alors que d'autres ne le sont pas, et ils considèrent que c'est, injuste, et deux, de la concurrence déloyale. Est-ce que là, ça va être un enjeu aussi dans le remodeling du modèle fiscal? Dans le remodeling, justement, maintenant, tout le monde le sait, on a une assiette fiscale trop étroite, que ce soit pour les personnes physiques ou pour les personnes morales. Donc justement, le fait qu'on ait toujours les mêmes peut-être qui payent les impôts, ça les pousse peut-être à avoir, soit ils bénéficient de niche fiscale, soit ils sont justement payés, ils sont taxés au droit commun en conditions normales et en même temps ils cherchent à faire de l'optimisation. Et encore une fois, qui fait de l'optimisation? Je vais revenir sur une petite parenthèse. Il n'y a pas de mal à faire de l'optimisation fiscale. Il n'y a pas de mal, c'est pas de la fraude, c'est pas de l'évasion, c'est pas. C'est borderline. C'est toujours ceux qui sont payés, qui gagnent le plus, qui cherchent à faire de l'optimisation fiscale. C'est pas les couches les plus démunies qui n'en met pas de revenus ou de profit pour pouvoir payer de l'impôt. Donc ces personnes-là, peut-être l'effort est très, la pression fiscale est très importante sur ces catégories-là. C'est pour ça qu'elles se sentent un peu piégées sur le taux de l'imposition. Surtout la classe moyenne. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il va falloir travailler à ce qu'on ait une assiette encore plus large pour que plus de cotisants. Ces contribuables, justement, ne se sentent pas opprimés. Et particuliers. Voilà. Entreprises et particuliers, bien évidemment. Et surtout, moi, j'ai envie de dire qu'on ait, au niveau de la pyramide, on connaît tout le monde qui soit équitable face à l'impôt, mais aussi, en termes de répartition spatiale aussi, qu'on ait les régions, ou toutes les régions qui sont équitables face à l'impôt et qu'on a justement cette redistribution. Il faudrait que toutes les régions aussi en profitent. Donc ça veut dire clairement, si on va sur le territoire, la territorialisation et la régionalisation, vous n'êtes pas pour une fiscalité à la carte régionale, vous? C'est parce qu'on dit qu'il y a aussi différentes formes d'inégalité entre les 12 régions. Il y a des régions beaucoup plus riches, comme celle de Casablanca ou celle de Rabat, et d'autres régions qui le sont beaucoup moins. Est-ce que là aussi, il y a, en termes d'approche, dans la perspective de ces assises fiscales, est-ce qu'il faut aussi avoir une réflexion de fond aussi là-dessus? Je suis pour la solidarité entre les régions. Pourquoi je dis la solidarité entre les riches et les pauvres? Forcément, le Maroc, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un pays qui est fait c'est multicomposite entre les régions. Donc il va falloir que les régions qui est une vase communicante en termes de redistribution de l'investissement et de les richesses et de l'effort des services publics par l'État entre les différentes régions. Parce que ça se fait déjà avec la redistribution de la TVA qui est collectée à Casablanca, qui est redistribuée dans d'autres régions aussi. Donc il faut accompagner justement. Il faut aller plus loin dans cette solidarité. Il faut aller plus loin, mais il va falloir accompagner les autres régions qui sont nécessiteuses aujourd'hui pour qu'elles puissent elles-mêmes créer les conditions de création d'emplois, de création de richesses, dont les bénéfices reviendront localement en population, même avec aux régions elles-mêmes. Se traduiront par en termes d'investissement et de financement des services publics. Effectivement. Donc ça, c'est les nouveaux écosystèmes régionaux. On va aller sur les enjeux. Bon, Hatim. Oui. Est-ce qu'il y a eu un premier communiqué d'ailleurs de la DGI à peu près moi en disant voilà, il y a les assises de la fiscalité qui vont se tenir, mais en tout cas, c'est pas un bureau, ça sera pas le rendez-vous pour les pleureuses et les pleureurs. Ce sera pas le mur de lamentation, ça sera pas non plus des petites doléances au compte-gouttes. Vous voyez, on va sur les grands enjeux. Est-ce que vous considérez-vous que la refonte, ce qu'on disait tout à l'heure, le remodeling de notre modèle fiscal, c'est revoir la pression fiscale sur l'IS, la pression fiscale sur l'IR, les 4 taux TVA. Donc, il y en a qui disent, voilà, il faudrait passer à 2 taux intermédiaires plutôt que d'en avoir 4, qui ne veut pas dire grand-chose. Certains qui disent, voilà, il faut moins de pression fiscale sur les produits de grande consommation. Pour la TVA, voilà. Est-ce qu'en termes d'approche, c'est la bonne approche ou alors vous considérez que il faut avoir une approche différente? Alors, pour moi, l'approche, la réforme ne devrait pas être une question tout simplement de fine-tuning. C'est tout simplement dire un ajustement des taux. J'ai le IS à 31, on va le mettre à 28 ou à 29 Non, ça ne serait peut-être pas parfait, ça serait une déception, encore une fois. Moi, je trouve que la réforme, on devrait conduire la réforme, encore une fois. On est convaincu que la réforme ne se fera pas one shot, c'est-à-dire en une année, c'est-à-dire en mai prochain, on a, ça y est. Non, il y aura une loi, en tout cas une loi cadre qui va sortir, et ensuite, ça sera l'exécutif complètement étalé sur un certain nombre d'années. Entre 5 et 10 ans, il y a quand même un échiencier, d'application. Ouais. Alors, pour moi, c'est pas justement un ajustement des taux, mais plutôt
qu'on ait une logique économique derrière. Il faudrait que la fiscalité soit un levier entre les mains de l'État pour accompagner un développement socio-économique. Pourquoi je dis socio-économique, mais pas simplement économique, parce que justement, la fiscalité, c'est un moyen de financement de l'État qui finance le service public aussi. C'est la redistribution des moyens des richesses dont on a parlé. Il faudrait que, justement, ça soit bénéfique pour les sous. C'est-à-dire pour certains imaginaires collectifs qui imagineraient que l'État collecte l'impôt et met l'argent dans ses poches. C'est ça, en fait. Non, mais je ne sais pas, parce que dans certains imaginaires, ça peut être le cas. Mais bon. Alors, c'est justement construire des hôpitaux là où il faut, construire des écoles là où il faut, assurer la sécurité là où il faut, sécurité publique, et aller encore au-delà de ça. Donc, justement, pour moi, c'est pas tout simplement ramener l'IS de 13 à 17 ou à 10. Si on n'a pas cette pédagogie, cette prise de conscience dont on a parlé tout à l'heure, si on n'a pas aussi justement cette logique, cet équilibre entre équité fiscale et efficacité du système fiscal, les deux, il faudrait un équilibre, parce que si j'ai un grand penchant pour l'efficacité, ça veut dire que je favorise la collecte plutôt plus que l'équité, ou l'inverse aussi, l'inverse n'est pas bon non plus. Donc il faudrait qu'on ait un équilibre, et non plus, il ne faudrait pas que je dise, ce que je vais décollecter, je vais en baissant peut-être le taux sur l'IR ou sur l'IS, je vais le prendre de l'autre côté, comme ça ont fait certains pays, en baissant le taux sur l'IR ou sur l'IS, en compense par une augmentation de taux de TVA, par exemple, ou sur certains secteurs d'activité ou certains produits de consommation. Sous la pression, en fait, des citoyens, et chasse électorale, de se dire, voilà, vous inquiétez pas, je vais pas augmenter les impôts, mais ils augmentent la TVA. Voilà. Donc nous, en fait, c'est surtout éviter ça. Mais pour vous, quand vous dites une fiscalité, un nouveau modèle fiscal, une politique fiscale qui soit au service de l'économie, du développement économique. Aujourd'hui, on le sait, on a une atmosphère économique un petit peu, une croissance économique atone. Oui. On est sur une relance aussi nécessaire et de nouveaux ressorts de notre économie. Donc la politique fiscale, c'est quoi? C'est une politique fiscale qui se dit, voilà, je pense d'abord le modèle économique, je décline mes priorités économiques et ensuite j'aligne la fiscalité, ou je fais l'inverse? Absolument, faudrait. Alors, rappelons-nous ce que j'ai dit tout à l'heure en prenant ce théorème de Helmut Schmidt. Il disait, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Donc du coup, il faut d'abord raisonner quel modèle économique, c'est la première des choses. Et la fiscalité ne devrait être qu'un moyen, justement, bien sûr, de créer ces richesses et ponctionner un petit peu sur ces richesses-là. Bien sûr, il faut un effort global, il faut une contribution pour la répartition des richesses, bien sûr, que ce ne soit pas la richesse qui est uniquement concentrée entre les mains d'une certaine catégorie contribuable. Donc, il va falloir générer l'investissement. Alors, justement, c'est dans la génération de ces investissements. Il va falloir qu'on ait une fiscalité qui favorise l'investissement, créateur de richesses et surtout producteur d'emplois. Et là où je dirais la suite de la théorème de Helmut Schmidt, qui disait l'investissement de demain, mais aussi les emplois d'après-demain. Donc, c'est l'investissement qui va créer l'emploi. Et Dieu sait, on en a besoin aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'il y a... Donc, il va falloir que j'ai une Parce que dans l'équation, il y a le chômage aussi, le chômage des jeunes qui est endémique et qui est croissant et qui est devenu structurel d'ailleurs aujourd'hui. Justement, il faudrait que j'ai une fiscalité qui oriente cet investissement vers les secteurs productifs de richesse et créateurs d'emplois plutôt que vers la spéculation. C'est-à-dire une fiscalité, une politique fiscale qui encourage l'entreprise, la production, la productivité. C'est ça en fait. Est-ce qu'on tend vers ça? Selon vous, en tout cas sur les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, se dire aujourd'hui, ce qu'ont fait certains pays, ce qu'ils continuent d'ailleurs à faire, c'est encourager des exonérations fiscales auprès de l'entreprise. Alors, j'espère bien qu'on ait ça. Je l'espère bien. Voilà, pour augmenter la productivité, on est sur du 0,1% annuellement. Donc c'est extrêmement faible. Est-ce que pour vous, vous considérez, vous en tout cas, en ayant une neutralité de pensée intellectuelle et philosophique, que notre pays a surtout besoin de ça au départ? Arrêtons de subventionner la consommation et que notre modèle de croissance soit tiré par la consommation. Pensons à la production, à la productivité et au secteur productif. Alors, on a eu depuis assez longtemps, moi je pense personnellement qu'on a eu tort d'avoir beaucoup d'allègements fiscaux sur certains nombre de sujets. L'allègement fiscal fait en sorte qu'on ait, en tout cas certaines personnes où le contribuable se retrouve
à l'aise dans cet environnement d'allègement fiscal. Et le jour, on va dire, l'allègement fiscal, il avait un but le premier jour où on avait instauré. Le jour où on voudrait revenir sur le sujet, on veut faire marche arrière parce que c'est plus la priorité, ou on considère que le laps de temps est dépassé. Voilà, on aura du mal. C'est là où on se dit, est-ce qu'on est dans le dilemme, est-ce qu'on casse pas de l'emploi, est-ce qu'on casse pas de la valeur ajoutée, etc. Je pense qu'on est dans ça d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, c'est un dilemme. Donc les niches fiscales, il va falloir qu'ils soient éduqués. Moi, à mon sens, personnellement, il va falloir que peut-être qu'on soit dans favoriser le service public, d'abord, équité face à l'impôt, mais en face, l'argent, il doit aller dans le service public, la création d'infrastructures. Il va falloir qu'on ait construction des services sociaux. Là, on parle d'hôpital, d'école, là où il faut. C'est là où est attendu l'État en premier lieu. Mais est-ce que le financeur et l'investisseur va être tenté pour investir dans là où vous dites, alors qu'il n'y a pas forcément une recherche ou en tout cas une forte rentabilité? Alors, est-ce qu'aujourd'hui on est rentré dans un cycle aussi où s'il faut relancer notre économie, aussi à dégager et tout ça, il faut que ce soit attractif et captif pour les investisseurs? Donc, est-ce que l'investir dans le social, c'est rentable et intéressant? C'est la mission principale de l'État. Il faut le rappeler. On parlait pour l'État, pour l'investissement public. Je parle de l'État. Je parle de l'État. L'État, il a fait un grand effort. On l'a vu ces dernières années. Tout ce qu'on a vu comme investissement dans l'infrastructure est aussi important. Et justement, c'est ce que souhaite aujourd'hui avoir un investisseur. Il souhaite avoir une infrastructure qui lui permet justement de construire ses projets d'investissement et de rester sur sa trajectoire. Alors, il a besoin d'infrastructures, il a besoin de services publics de qualité, il a besoin d'un capital humain compétent et qui va l'aider à se développer. À se développer. Et c'est là, quand je dis capital humain, forcément, on dit une école, une université, des hôpitaux, et on a besoin de cela. C'est la mission principale de l'État. Et aujourd'hui, je pense que réorienter, recadrer la politique fiscale en fonction de cela, ce serait très important dans le cadre de cette réforme. Et dans la perspective d'un modèle aussi PPP, les 3 P, vous les connaissez, bien sûr. Partenariat public-privé, on en parle depuis une dizaine d'années au Maroc. Il y a très peu d'exemples, alors qu'on voit qu'il y a des tensions au niveau de l'école publique versus école privée, les cliniques, les hôpitaux, vous voyez. Donc est-ce que pour vous, il est important aussi, parce qu'on a des ressources aussi qui sont limitées. On a un PIB qui n'a pas un accroissement très conséquent, on a un budget de l'État qui n'est pas extensible. Est-ce que donc, du coup, effectivement, le bon deal, a priori, ça serait le partenariat public-privé? Est-ce qu'il faudrait aussi fiscalement encourager ça? Je dirais que c'est une forme d'action publique que l'État peut mener. Alors il va la mener, justement, il va falloir s'appuyer peut-être parfois sur des expertises du privé ou sur une capacité d'action du privé, et c'est une manière aussi d'agir aussi. Donc il ne faut pas l'exclure, mais il faut le faire quand c'est nécessaire, quand c'est opportun, mais il faut peut-être l'éviter quand aussi l'État a la capacité de le faire sans recourir au privé. Donc, ce qui d'ailleurs, l'essence même de la création de le partenariat public-privé, c'est que l'État n'était pas capable d'agir sur telle ou telle action ou sur tel secteur. Il avait recours au privé pour pouvoir le faire parce qu'il avait une expertise et des moyens qui étaient beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que le public. Maoula Hatim, je ne sais pas si je devrais vous poser la question, mais je vais vous la poser. Est-ce que vous considérez qu'il est important de bien réussir ces assises de la fiscalité et que ces assises de la fiscalité accouche, entre guillemets, d'un modèle fiscal, en tout cas des bases, jette les bases d'un modèle fiscal qui puisse permettre un vrai redressement économique, une véritable orientation, sachant que les défis sont nombreux, l'intégration économique au niveau du continent africain, la perspective aussi, voire l'obligation pour nos entrepreneurs et nos entrepreneurs de demain d'aller se bagarrer avec les opérateurs internationaux sur le marché mondial, en fait, parce que la mondialisation, c'est un marché mondial. Absolument. Est-ce qu'en fait, voilà, ce qui va être décidé, ou ce qui sera décidé, en tout cas dans les prochaines semaines, va conditionner notre avenir et notre horizon économique sur les 10 prochaines années? Alors, j'ai envie de rappeler quelque chose de très important. Je pense que la feuille de route à laquelle aboutiront ces assises, c'est juste, je viens de le dire à l'instant, c'est une feuille de route. C'est juste une trame qu'on devrait trajectoire fiscale qu'on devrait avoir pour la période à venir. Mais ce n'est pas le seul ingrédient pour avoir un modèle économique efficace et
qui est là pour nous accompagner à chercher ce niveau de croissance qui nous permettra d'améliorer les indicateurs sur l'emploi, sur la création de richesses, etc. Il faut plusieurs ingrédients. La fiscalité, c'est l'un des leviers qu'a l'État aujourd'hui pour pouvoir mener cet exercice. Et je trouve que la fiscalité, c'est une variable, c'est pas quelque chose de fixe. Il faudrait qu'on le rappelle aussi. La fiscalité, c'est une variable, elle va évoluer dans le temps. En 2019, on aura une feuille de route qu'on mettra progressivement. Peut-être des années plus tard, on va revoir notre modèle fiscal. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de dynamique et de vivant. Parce qu'il faut le rappeler. Je le rappelle, la fiscalité, c'est du droit qu'on va appliquer à l'économie. Qui dit droit dit c'est une société. Et c'est une société qui va évoluer aussi dans le temps. Les comportements vont changer dans le temps. Les besoins vont changer dans le temps. Et puisque, vous avez bien raison de le dire, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe au sud de l'Afrique. Et le Maroc fait partie de cette Afrique. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dressé il y a quelques années. Donc maintenant, on s'oriente vers l'Afrique. Et l'Afrique, aujourd'hui, il y aura certainement des fruits à récolter pour tout ce qu'on sème aujourd'hui sur le continent africain. Donc certainement, la fiscalité, il va falloir la revisiter plus tard. Et c'est ça, justement, c'est toute la genèse de l'exercice. C'est un exercice... C'est une gymnastique, en fait, articulée. Et ça veut dire aussi qu'en fonction des intérêts économiques d'un pays, d'une nation, en l'occurrence du Maroc, c'est qu'il y a un alignement aussi de la fiscalité. Si je veux partir à la conquête des marchés en Afrique, c'est d'avoir une compétitivité fiscale, d'être compétitif d'un point de vue fiscal ou d'avoir une force de frappe économique. Les deux. Parce que je vois avec le Brexit aujourd'hui, avant on se dit voilà, la future place financière européenne, ça va être l'Irlande. Voilà, parce qu'ils ont une fiscalité, ils sont à 12,5% de fiscalité. Donc, est-ce que nous aujourd'hui, est-ce que l'instrument fiscal, d'être compétitif d'un point de vue fiscal, peut nous permettre de partir à la conquête des marchés africains ? En tout cas sur le continent. Il ne faut pas oublier que le Maroc joue un rôle de hub au niveau de la région. Je dirais un hub continental en termes d'investissement. Casablanca Finance City, c'est un modèle. Alors, aujourd'hui, avoir une fiscalité compétitive, oui, il faut l'avoir. Il faudrait qu'elle accompagne justement cet acte économique d'investissement pour qu'on puisse justement atteindre nos objectifs sur ce qu'on souhaite avoir en termes de rayonnement sur le continent. Et en même temps, surtout, ne pas avoir uniquement un rayonnement, mais surtout à créer de la richesse localement aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un levier, mais j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le seul. Il y a plusieurs leviers qu'il va falloir avoir. La fiscalité, travailler aussi sur l'environnement économique, dans sa globalité, en dehors de la fiscalité. Merci en tout cas, Marwan Hatim, pour éclairage analytique sur les enjeux de la fiscalité. Donc, retenir l'historicité. C'est comme on dit très souvent, pour savoir où je vais, il faut savoir d'où je viens. Donc, l'histoire de la pédagogie. Vous avez beaucoup insisté là-dessus pour bien comprendre demain pourquoi je vais devoir payer l'impôt ou l'impôt sert à quoi. C'est revenir au fait que je dois bien saisir l'enjeu de l'impôt et de l'imposition et de la pression fiscale. Et si on pouvait l'inscrire dès l'école primaire ou le collège, c'est ce que vous avez souhaité, ou le lycée, ça serait aussi une bonne chose pour éduquer les futures générations. Comme ça, il y a moins de tension vis-à-vis de l'impôt et le rapport à l'impôt. Exact. Et les enjeux aussi, c'est pas parce qu'on va réduire un petit peu l'IS ou réduire un petit peu l'IR qu'on va révolutionner notre modèle et qu'on aura un modèle fiscal beaucoup plus efficient avec aussi une combinaison efficacité, équité. Efficacité dans la collecte, équité dans la redistribution. Exactement. Merci en tout cas, Marwan Hatim. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant-chercheur et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous également.